Et on en a au moins tous une dans nos familles. Devinez de qui je veux parler. Allez, je vous le donne en mille. Vous savez, c'est cette personne, comme un grand-père, un grand-oncle, capable de monopoliser les repas de famille avec des anecdotes croustilleuses sur vos ancêtres. Ou possibles ancêtres, du moins. Vous savez, cette grand-mère qui vous a répété toute sa vie, peut-être, avec plus ou moins d'assurance d'ailleurs, que la lignée familiale descendrait d'un illustre monarque du XIVe siècle par l'entremise d'un enfant illégitime. Ne vous êtes-vous jamais surpris en flagrant délit de curiosité sur des sites de généalogie pour tenter d'établir une filiation quelconque avec une star hollywoodienne ou pourquoi pas le président américain? Filiation, héraldique, registres paroissiaux, branches, degrés de parenté, lignage, un champ lexical large qui se rapporte au thème du jour, la généalogie. Joseph Tordoire est notre invité. Bonjour Joseph Tordoire. Bonjour. Alors après cette petite intro pour nous présenter ce thème du jour, la généalogie, vous êtes historien, président du Cercle d'histoire, d'archéologie et de généalogie de Wavre. Vous êtes donc un passionné. Ça remonte à quand, vous, le début de cette passion pour la généalogie? Eh bien, période d'adolescence, donc il y a 40 ans maintenant, je vais dire, je pense que j'ai même un peu plus de 40 ans. Je crois que c'est l'âge de vers 14 ans. Je ne sais plus d'ailleurs, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui a pu être à l'origine à ce moment-là de cet intérêt. Mais je pense que c'est la découverte de quelques vieux papiers dans une boîte, une boîte conservée par la famille, des faire-part mortuaires, des livrets de mariage, etc. Et puis un jour, une volonté d'avoir un peu plus d'informations sur cette famille, sur ma famille, et on m'a dit que j'étais trop jeune pour accéder à un centre d'archives. J'ai été, on va dire, un peu remballé, j'avais 16 ans à ce moment-là. Puis je me suis dit que je reviendrai il faut avoir 18 ans pour accéder aux archives de l'État. Ah oui, c'est une obligation. Voilà, oui. Et donc j'y suis revenu, et j'ai plus jamais quitté j'ai mis les pieds, et vous n'avez plus jamais quitté. Je n'ai plus jamais quitté les lieux, en quelque sorte, oui. Puisque vous êtes devenu historien. En effet. Et donc je m'occupe d'ailleurs d'un petit centre d'archives à Bruxelles, mais donc un centre d'archives privé qui ne s'occupe pas de généalogie, mais qui possède aussi des données, je dirais, personnelles sur des gens. On va essayer de comprendre un petit peu le contexte d'intérêt de la généalogie aujourd'hui avec ce petit extrait qui nous vient de Télésambre du 22 septembre 2022. Rechercher son passé, ses origines, les métiers exercés par ses ancêtres, retrouver des cousins éloignés et pourtant parfois si proches, des motivations qui poussent chaque jour des milliers de personnes à effectuer des recherches généalogiques, une science devenue aujourd'hui un hobby de plus en plus pratiqué. On a fait cet atelier-là parce en tout cas moi, je me suis rendu compte que de plus en plus de gens s'intéressaient à ça. C'était un genre de mode, on va dire ça, surtout depuis le Covid, le confinement. Énormément de gens se sont retournés vers ça, ont besoin de connaître leur origine. J'ai retrouvé Jacques l'Ermite, 1587-1652, qui était marié à une Barbe-le-Gras. Tout à la fin. Jean-Paul l'Ermite fait partie de ces passionnés de généalogie. Depuis une dizaine d'années, il s'est lancé en compagnie de son frère sur les traces de son arbre généalogique. Une famille un peu plus élevée parce qu'il avait su se faire payer la maison. Vous êtes déjà remonté jusque très loin? Je suis déjà remonté jusqu'en 1585. On a eu énormément de chance parce que notre famille est originaire de Mons. Donc voilà quoi, on a trouvé énormément de choses grâce à tous les registres paroissiaux. Qu'est-ce qui vous plaît vous dans ces recherches? Ce qui me plaît, si tu veux, c'est retrouver d'abord mes origines et surtout des personnes que je n'ai pas connues, par exemple comme mon grand-père maternel que j'aurais eu bien aimé connaître et qui malheureusement est décédé avant que je naisse. Je suis né 2 mois après. Donc ça me permet de me rattacher aussi à la famille, Lors du dernier atelier, ils étaient une dizaine à écouter religieusement les conseils prodigués par Manuel. Mais fouiller son passé, c'est aussi s'exposer, parfois, à certaines surprises. On peut aussi tomber sur des cas un peu spéciaux de filles-mères dont l'enfant est reconnu mais pas par le père biologique ou des choses comme ça. Voilà, on peut tomber sur des accidents de voiture, accidents de mine, de travail, je veux dire plutôt comme ça, ou
Ou voilà, maintenant on peut aussi tomber sur ce qu'on appelle des cousinages dont on n'avait pas forcément connaissance en commençant, quoi. À la bibliothèque de Jurbise, différents ouvrages peuvent vous aider. Emmanuel est également disposé à vous conseiller pour vous lancer sur les traces de votre passé. Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait. C'était donc un extrait de Télésample du jeudi 22 septembre 2022. Il y a beaucoup de choses, retrouver des personnes inconnues. On a bien compris l'intérêt de cette personne qui disait remonter dans son arbre généalogique jusque dans les années 1550. Joseph Tordoire, est-ce qu'en 2023, la société, dans ce que vous observez, elle s'intéresse à la généalogie plutôt un peu, passionnément, à la folie? Qu'est-ce que vous diriez, vous, de l'intérêt pour la généalogie aujourd'hui? Oh ben écoutez, je pense que l'intérêt est bien présent. Je pense que ce monsieur a bien eu raison en attirant l'attention sur le fait que la période Covid, notamment, a amené les personnes peut-être à consacrer un peu plus de temps à leur famille ou à leur chez-soi, entre guillemets. Oui. Et nous avons eu de nouveau une petite vague, une vaguelette plutôt de personnes qui se sont intéressées à la généalogie à nouveau. Moi, j'en ai connu une autre dans les années 80, sans beaucoup d'explications non plus, mais donc au niveau de l'origine. Mais en tout cas, c'est récurrent. Et puis, on a toujours fait de la généalogie, je dirais, à toutes les époques. Hein. C'était parfois de la généalogie, plutôt, on peut dire, dans les milieux de la noblesse, par exemple. Et souvent, souvent, ça se contredit, je veux dire souvent, et parfois, il faut faire attention, d'ailleurs, comment dire, à la qualité, à la véracité de certaines généalogies qui ont été réalisées. Mais c'est un intérêt, une volonté de découverte, aussi une forme d'introspection quand même, parce qu'on essaie, je pense que certaines personnes essaient de comprendre d'où elles viennent, tout simplement. Hein. Oui. Et de se replacer dans le cadre de l'histoire d'une société. Moi, l'exemple, en tout cas, moi, je suis devenu historien, je pense notamment en partie parce que je me suis intéressé d'abord à la généalogie. Et j'ai voulu, en étant enfant, essayer de comprendre mieux certains événements, ou alors donc pourquoi un grand-père mort des suites de la Deuxième Guerre mondiale, ou pourquoi quelqu'un d'autre lancé dans l'industrie, pourquoi, tout des pourquoi. Et finalement, on arrive à peut-être pas toujours à donner les réponses, à trouver une réponse à tous les pourquoi, mais en tout cas, on recherche. Et c'est très important, évidemment, et c'est une passion. La recherche est une passion. Et chez moi, en tout cas, c'est une passion. Et donc, je suppose que ce soit dans ce milieu-là, dans le domaine de la généalogie ou un autre, je pense que ce moteur de curiosité et de volonté de découvrir des choses que peut-être que les autres ne connaissent pas, ou qu'on va trouver des choses exceptionnelles ou non exceptionnelles, c'est un moteur. Oui, et puis ça crée en fait des liens intergénérationnels aussi. Vous le remarquez dans votre association, par exemple? En fait, dans notre association, je dirais l'une ou l'autre personne, peut-être. En fait, on voit quelqu'un qui essaye d'attirer, entre guillemets, l'attention, ou de passionner une nouvelle génération. Hein, donc, comment dire, un adolescent aussi, à l'histoire familiale, etc. Mais je pense, moi, déjà à l'époque, je dirais, quand j'avais 16 ans, j'étais un peu un cas à part par rapport à ça. Je crois qu'il y a toute époque de la vie. La vie, il y a toutes des époques différentes. Et c'est une époque de la vie. Il y a certaines époques de la vie qui sont plus propices à développer certains types d'intérêts. Et donc, généralement, les personnes qui s'intéressent à la généalogie, non pas à titre professionnel, puisqu'il y a également des généalogistes attitrés, mais amateurs, sont plutôt déjà des personnes d'un âge plus avancé, je dirais, qui ont plus de temps aussi, ou qui disent, on est arrivé, on n'est pas encore une fin de vie, mais on peut occuper ses loisirs, et d'une façon intelligente. C'est ça. Donc, généalogie, connaissance des générations, aujourd'hui, ça ne touche pas que les retraités. On a tendance un petit peu à réduire cette pratique de la généalogie à un arbre. En fait, c'est bien plus large que ça. Il y a aussi bien l'héraldique. Qu'est-ce que c'est l'héraldique pour les auditeurs? Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi en fait? Bon, pour essayer d'employer des mots simples, chaque famille, donc, ou la plupart des familles en tout cas, si on cherche, on arrive à retrouver, donc à un moment donné, pour s'identifier parmi d'autres, disposer d'une représentation iconographique, donc, mais symbolique, et donc qu'on pouvait trouver sur des sceaux, qu'on pouvait imaginer peut-être dans certaines familles sur des cimiers et autres, ou sur des ex-libris, etc. Et qui étaient ces armoiries donc étaient propres à chaque famille, et donc se transmettaient. Alors
aussi bien des familles, comment dire, nobles que des familles non nobles. Et on a des armoriaux comme ça qui ont été réalisés à des époques anciennes, mais c'est vraiment une spécialité encore plus. Ah oui, ça correspond à un langage, il y a tout un champ lexical là aussi. C'est vraiment hyper spécialisé, hyper spécifique au niveau du vocabulaire, comme vous le dites. Et donc, c'est déjà une deuxième étape, puisque avant ça, peut-être que directement, si on appartient à une famille justement avec des racines nobles, ben on a pas mal de choses qui existent et on va tout de suite tomber sur ce type de publication, ce type de travaux. Mais la plupart des familles, quand vous démarrez, ben vous n'allez pas être confronté tout de suite à l'héraldique. Hein. C'est quelque chose qui reste encore, comme on dit, il faut vraiment, puisque certaines de ces publications, de ces recueils héraldique vous présente des documents qui étaient surtout une héraldique qui était surtout utilisée sous l'Ancien Régime. Et bon, il faut déjà être arrivé jusque-là pour savoir dans quelle famille, pour bien comprendre, et pouvoir se raccrocher à la symbolique, quoi. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué la généalogie, simplement. Alors, aujourd'hui, quand on commence en général ses propres recherches généalogiques, première tendance, c'est souvent d'aller sur Internet, taper son nom de famille. Il y a des dizaines de sites Internet où on peut faire ses recherches. Il y a Généanet, MyHeritage, enfin, il y en a des dizaines. Et bien souvent, d'ailleurs, à l'initiative des Mormons, très étonnamment. Mais ces sites Internet, est-ce que, selon vous, ils offrent une fiabilité ? Ou bien au contraire, vous diriez, quelqu'un qui se lance dans la généalogie, s'il y a bien une chose qu'il doit éviter, c'est d'abord d'aller sur ces sites Internet-là. Bon, écoutez, je pense que c'est une chance de disposer de ce type de site. Oui. Vous avez fait référence notamment au site des Mormons, où en fait, essentiellement, d'abord, ce que vous avez comme information, sont les informations de base. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez accéder à des tas de registres paroissiaux ou de registres d'informations totalement fiables, ou d'état civil à travers le monde, ce que vous ne sauriez pas faire, même si vous étiez ici en Belgique et vous voulez avoir une information sur un acte de naissance en Espagne ou une famille en Espagne à la fin du 18e, vous auriez très difficile de pouvoir accéder à ces infos sans passer par exemple par ce type de site. Donc moi je pense que c'est très bien. Parallèlement à ça, vous avez aussi, je pense qu'ils sont assez interactifs, donc en fait les personnes qui consultent leur site peuvent également leur envoyer des informations généalogiques. Il peut toujours avoir des erreurs, des erreurs classiques. Je me souviens d'avoir même été un petit peu harponné par quelqu'un parce qu'on avait comme une erreur, on avait confondu la date de naissance et la date du baptême. Mais bon, c'était pas précisé dans les infos. Donc, type d'exemple. Donc, il y a petites erreurs de ce style-là, mais en généalogie, il faut essayer en tout cas, et c'est faisable normalement jusque la fin du XVIe siècle, il y a moyen de remonter jusqu'à la fin du XVIe siècle et sur des infos qui sont concrètes, pratiques. Dans d'autres cas, un petit peu comme cette personne citée également, Mons, quand vous êtes dans une grande ville, généralement il y a plus d'archives qui ont été conservées. C'est ça. Et vous avez plus de documents autres qui vont vous apporter des informations, puisque, ou bien dit, les registres paroissiaux, je ne sais pas si je vais aborder le sujet, mais donc les registres paroissiaux n'ont pas existé tout le temps non plus. Donc pour les filiations, c'est pas si facile que ça. Elles ne sont pas toujours faciles à établir. On en reparlera exactement tout à l'heure de cette notion de registres paroissiaux. Ça veut dire, en vous entendant bien, qu'en 2023, finalement, toute personne qui souhaite remonter, je dirais, jusqu'à une dizaine de générations. Il devrait, en principe, la chose est devenue commune. Sauf, évidemment, si on parle des registres paroissiaux tout à l'heure, sauf si, par exemple, certains documents ont disparu, ont été détruits par l'époque de guerre, etc. Mais, je dirais, ça ne nécessite pas. En plus, je dirais, comme autrefois, comme il y a 40 ans, le fait de se balader à travers la Belgique pour accéder à ces infos. Moi, je reviens toujours, vous parlez du site des Mormons. Il y a le site de base pour commander quelqu'un qui travaille pour faire de la généalogie en Belgique. C'est aussi simplement le site des archives de l'État, qui est totalement gratuit. On accède, il suffit d'avoir un numéro sans code une fois. Et par ce biais, on a aussi, une forme d'accompagnement historique. Et puis, la méthode de travail. Et puis vous accédez à des tas de choses qui sont numérisées et très facilement. Vous faites ça vous faites ça de chez vous, quoi. Vous n'avez même plus à la limite vous déplacer dans un premier temps, en tout cas. Mais alors une petite question, parce que quand on a un nom, excusez-moi, mais qui est très commun, prendre un exemple, peut-être un petit peu Dupont ou Durand, est-ce que c'est facile de retrouver ses propres traces généalogiques quand on a un nom de famille qui est assez, je vais dire, générique dans le pays ?
Je pense que ce n'est pas nécessairement une complication. Je ne pense pas que ce soit une complication. C'est plutôt de savoir, alors, la grosse question est de savoir à quel niveau, quel sera l'échelon qui va faire que tous ces Dupont, tous ces Durand ont un lien génétique entre eux et à quelle génération, quoi. Hein. Mais donc, mais même maintenant, on se lance également là-dedans. Donc, il y a des personnes qui travaillent sur l'ADN, qui permettent de savoir si voilà, il y a un peu de chance d'avoir des personnes normalement qui sont apparentées entre elles, qui portent le même patronyme. On se rend compte qu'il y a une erreur quelque part à un moment donné, que quelqu'un n'a pas été fidèle. Et donc on a parfois des gens qui portent le même nom, mais qui n'ont plus du tout de gènes identiques. Et bien parfois vous retrouvez, on sait établir, on sait parfois dire que c'est à la 14e ou 15e génération, par des phases ADN, savoir, tiens, ben voilà, ces deux personnes qui portent le même patronyme et qui habitent à 500 km de distance, eh bien elles ont un ancêtre commun à cette 13e, 14e ou 15e génération. C'est assez surprenant, mais ça c'est on va dire les progrès de la science. Entre guillemets. La personne qu'on a entendue dans l'extrait audio de tout à l'heure, qui s'intéresse à la généalogie, dit pouvoir remonter comme ça jusqu'au 16e siècle. Ça veut dire qu'on peut le faire aujourd'hui avec une bonne certitude d'avoir les bonnes références jusqu'à cette époque. Oui, en fait, c'est relativement commun. Mais comme je vous disais, si malheureusement, par exemple, vous avez une famille qui est installée dans un petit village, on va prendre l'exemple du Brabant-Wallon, La Thuit par exemple. Près de Genève. Mais vous êtes arrivé, vous avez une naissance en 1699, eh bien vous aurez les noms des parents, etc. Mais si les parents sont originaires de La Thuit précédemment, vous n'aurez plus rien, parce qu'en fait, les registres paroissiaux du XVIIe siècle ont été détruits. On a un récit d'ailleurs qui explique d'une période de guerre, période française, etc. On a brûlé tels bâtiments, la cure a été brûlée et les registres paroissiaux anciens ont disparu à l'époque. Donc voilà, là vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué avec le parcours traditionnel du combattant qui est celui donc des registres paroissiaux. C'est ça. Pour établir les filiations. Mais alors à ce moment-là, vous avez à côté de ça, et c'est ce qui permet quand même d'encore avancer, vous avez les archives des notaires, vous avez les archives, les greffes scabinaux, on dirait les justices de paix. Avec un peu de chance, un de vos aïeux a été une brute qui a eu des ennuis avec tout le village, ou a eu des dettes, ou quelqu'un qui... a eu droit à quelques jours de prison. Oui, etc. Mais ceux-là ont laissé des traces, voyez-vous. D'accord. Évidemment, ceux qui sont propriétaires de biens, et ceux qui ont une vie un peu agitée laissent plus de traces que le commun des mortels. Quoi. Ceci dit, n'encourageons pas à la radio de mener une vie... dissolue. Bon. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est un fait. Et quand on cherche, il faut bien quand même s'imaginer que aujourd'hui, on a des tas de sources différentes. Vous laissez des tas de traces aujourd'hui. Mais vous devez avoir des informations sur quelqu'un il y a 300 ans, mais il n'y en a quand même pas énormément. Même si ces documents, si ces actes sont enregistrés, etc., il y a très très peu de choses sur la vie quotidienne, sur les éléments. Donc le moindre petit élément qu'on trouve, c'est celui qui va probablement orienter un petit peu, évidemment, la façon que vous allez aborder, vous allez regarder du coin de la lorgnette de votre aïeul. C'est ça. Alors, on en a déjà pas mal parlé ici dans l'émission, donc les registres paroissiaux. Cette notion qu'on va un petit peu éclairer ici. Donc aujourd'hui, il y a une dizaine de millions de pages disponibles en digital sur les archives de l'État. C'est quoi cette notion de registre paroissial ? Il faut les situer à quelle époque, jusqu'à quand ? C'est parce qu'on parle de documents religieux alors. Oui, tout à fait. Donc religieux, et donc évidemment, en plus si nous sommes ici, nous, dans la Belgique d'aujourd'hui, la plus grande partie, on va dire, c'était les Pays-Bas espagnols, donc c'est un pays de religion catholique absolue quasi. Et donc ce qui fait que les personnes qui s'intéressent à des registres paroissiaux, nécessairement, chez nous, ce sont des registres paroissiaux essentiellement donc issus de la pratique catholique ou chrétienne. C'est ça, oui. Alors, les premiers qui sont conservés, les plus anciens, pour la Belgique, c'est 1565. Donc en fait, ce sont les registres de Sainte-Gudule à Bruxelles. Alors, ils ont réagi très vite. En fait, c'est lors du Concile de Trente. Donc qui dure une longue période, qui commence en 1545, donc qui se termine en 1563. Et c'est durant cette période à la fin, en 1563, il est décidé qu'il faut que les curés, dans leur paroisse, tiennent compte, notent en tout cas les baptêmes, les différents baptêmes, les naissances, et notent les mariages. Alors c'est fondamental, notamment pour éviter
il y a quand même 2-3 niveaux de compréhension. C'est à la fois pour éviter la consanguinité, donc parce qu'il y a une série, c'est relativement compliqué également, mais on peut parfois obtenir des dispenses, mais donc on ne peut pas se marier entre petits cousins, etc. Oui. Et puis, il y a tout simplement l'aspect, chez nous, c'était pas très nécessairement très utile en fonction du côté, omnipotent, je dirais, de l'Église catholique romaine, mais c'était aussi de ne marier pas quelqu'un qui n'avait pas la même confession religieuse. Exactement, donc, voilà. C'était en pleine période des guerres de religion. Oui, c'est ça, c'est vraiment très très compliqué. Et donc, 1563, une décision, 1565, les premiers registres à Sainte-Gudule à Bruxelles, dans cette paroisse, et puis petit à petit, les curés se sont attelés à cette tâche. Et à l'époque, on ne note pas, on n'est pas obligé de tenir compte de noter le sort des défunts. C'est au début du XVIIe siècle qu'il y a de nouveau un texte qui conseille de noter tous les décès. D'accord. Et parallèlement, petit à petit aussi, de noter les morts des enfants. Parce qu'à un moment donné, les enfants qui n'étaient pas encore, par exemple, baptisés, oui. Ou qui n'avaient pas atteint l'âge de la confirmation ou la profession de la première communion, la première communion n'apparaissait pas. Donc ils décédaient, mais ils n'étaient pas notés. Oui. Donc c'est au milieu du XVIIe qu'on a commencé à les rendre assez complets, je dirais, au niveau d'une communauté villageoise qui finalement correspondait totalement à une communauté paroissiale. Et ces registres ont continué, ils existent toujours aujourd'hui, les registres paroissiaux. Vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est baptisé dans une église, le curé note toujours les baptêmes avec les parents, les témoins, pas les témoins dans ce cas-là, mais les parrains, les parrains et marraines. Et donc en fait, le document a une valeur, je dirais, totalement officielle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'en fait, c'est à l'époque de l'invasion des Pays-Bas autrichiens. Par l'invasion des Pays-Bas autrichiens par les armées républicaines. Puis l'annexion officielle en 1795, qu'une loi républicaine est venue s'ajouter et mettre fin à notre législation, qui a mis fin au côté officiel des registres paroissiaux. Et qui les a remplacés par l'état civil, mariage, naissance, décès, avec un registre qui est tenu à la commune. Voilà. Entendu. Et donc, ça veut dire que ces registres paroissiaux contenaient les noms des parents, leur âge, la date de leur mariage en général. Donc, ça donnait vraiment un aspect très complet. Et la plupart ont toujours été bien conservés, ou par exemple, sous la Révolution, ils ont été brûlés, Quel a été un petit peu... Croyez bien que sous la Révolution, ils n'ont pas été brûlés, parce qu'ils ont plutôt été très recherchés. En sens que c'était un des rares éléments qui permettait, puisque notamment chez nous, les Français ont introduit à l'époque la conscription, donc il fallait être né, tous ceux qu'il fallait savoir quels étaient les enfants ou les garçons qui étaient en âge de combattre, ou du moins de se retrouver enrôlés. Et donc ce qui veut dire que justement les prêtres en fuite ont caché. Il y a des registres paroissiaux qui se sont retrouvés de l'autre côté du Rhin et qui sont seulement revenus par la suite aussi. Et donc il y a aussi eu des pertes à l'époque pour ça. C'était une des raisons. Il ne faut pas imaginer. En fait, les républicains français étaient plus intéressés, et leurs partisans chez nous à l'époque étaient plus intéressés d'avoir ces registres pour arriver justement à dater, à mettre un âge sur la tête des jeunes hommes. D'accord. Donc voilà une première source qui est en fait une des principales sources de généalogie aujourd'hui. C'est une des principales. Et puis il faut quand même aussi savoir, c'est comme, vous savez, aujourd'hui, tout le monde... toute personne qui a le même travail à exécuter n'exécute pas nécessairement de la même manière. Donc ce qui veut dire que vous avez des curés qui sont extrêmement pointilleux, qui donnent énormément de détails. Vous en avez d'autres qui ont l'air de... c'est ça. C'est une moins scrupuleux. Moins scrupuleux. C'est une tâche un peu lourde. Il y a des curés qui notent aussi des informations sur les événements qui se passent dans les villages à l'époque aussi. Ça peut être très intéressant, notamment en période de guerre et autres. Mais donc ça varie terriblement, la qualité peut varier. Et j'ai un exemple à donner qui peut vous paraître absolument qui peut paraître absolument curieux. Allez-y. C'est par exemple le registre, le curé ou les curés qui se sont succédés sur la paroisse de Mélin, aussi dans le Brabant wallon. Eux ont noté pour les décès exactement l'endroit où le défunt était enterré au niveau du cimetière. C'est une des seules paroisses dans le Brabant wallon, par exemple, on a fait ça. Donc pour les familles au XVIIe, XVIIIe siècle, on disait exactement enterré dans le cimetière à hauteur du cœur, hauteur de la statue, etc., etc. Donc on a une sorte de géographie
hyper précise d'un cimetière. Vous voyez, ça veut dire franchement, ça varie terriblement. Et donc, l'autre exemple pour dire la qualité de l'information, où tout dépend de la personne qui tient ces registres. Vous avez une grosse enquête, du moins un travail qui a été demandé par Malines à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e siècle. Oui, donc par l'archidiocèse. Exactement, demandant aux prêtres de voir ce qu'ils avaient comme type d'archives et de faire les archives de leur paroisse, de faire leur histoire de leur paroisse par le biais des archives. Et vous avez des prêtres comme ici à Wavre qui ont écrit des, 300 pages. Et puis vous avez d'autres, même dans de petits villages, qui avaient passé leur temps, ils expliquent d'ailleurs, ils en ont profité pour remuer toutes leurs archives et établir des listes bien précises. Et puis il y en a d'autres qui n'en avaient absolument pas grand-chose à faire, ou rien à faire, et qui rentraient un travail avec 2 pages, et il n'y avait rien d'autre, quoi. Mais alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup plus, quoi. Donc tout dépend de la personnalité. Vous savez, un registre, c'est quelque chose dans lequel on note des choses obligatoirement, et puis il y en a d'autres, et puis on a d'autres, on ajoute, quoi. On peut ajouter, et cela, évidemment, quand on a la chance d'avoir des ancêtres issus d'une paroisse ou ayant vécu dans une paroisse où les prêtres étaient plus volubiles, je dirais, et plus à la fois scrupuleux et volubiles. Et bien donc, on a beaucoup de chance. Donc, principale source de généalogie, des sources d'information un petit peu plus méconnues, elles sont de quel ordre? Parce que par exemple, il y a ce terme de crayon généalogique ou de microfilm, c'est peut-être très précis ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Les crayons généalogiques, en fait, c'est le nom qu'on donne à des travaux, en quelque sorte. Enfin, en fait, c'est le travail que vous faites aussi. Vous établissez un crayon. Donc, en fait, vous allez, entre guillemets, crayonner. Ça veut dire que ce n'est pas terminé, nécessairement. Et donc, vous avez votre grande page sur laquelle vous allez établir des filiations. À la fois, vous avez la filiation ascendante ou la filiation descendante. Donc, ascendante, vous allez demander chaque fois les grands-parents, les parents, puis les grands-parents, les arrière-grands-parents de chacun de vos aïeux. C'est ça. Et vous avez la généalogie descendante, qui est en fait, vous démarrez d'un ancêtre, d'une personne qui vit, par exemple, au début du XVIIe siècle, et vous établissez toute sa descendance, quels que soient les patronymes qui soient portés. D'accord. Un petit exemple. Notamment, c'est comme ça. Mais pour ce qui est, notamment, ici, le crayon généalogique, donc ce sont des travaux qui ne sont pas nécessairement terminés, mais qui ont été réalisés par d'autres personnes, d'autres chercheurs avant vous, et qui ont déjà établi certaines filiations, noté quelques informations. Nécessairement, il faut essayer de voir, parce que là, l'erreur humaine existe toujours, et donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à 100% comme ça, mais donc c'est un bon travail, c'est un bon départ pour travailler. Et puis parallèlement, vous avez le microfilm. Ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est tiré de l'expression qu'on utilise encore. En fait, toutes ces informations étaient sur microfilm. En fait, les Mormons ont eu, cette autorisation, peut-être dans les années 70, je crois, quelque part par là, à pouvoir donc microfilmer. C'était la méthode de l'époque. Aujourd'hui, on parlerait de numériser, ou digitaliser, etc. À l'époque, ils ont fait des microfilms de tous les registres paroissiaux. Vous aviez notamment ici un site à l'université de Louvain, à l'UCL, qu'on appelle la bibliothèque réservée, où en fait, quand j'avais 14-15 ans, là, il n'y avait pas de problème au niveau de l'accès. On laissait accéder quand même. C'est un peu étonnant, ou peut-être plus 16 ans. Et donc, en fait, vous aviez le fonds Paternotte. Et vous aviez là, en fait, tout un double, en quelque sorte, qui avait été un double de ces microfilms. Vous aviez des microfilms qui se trouvaient aux archives générales du Royaume en Bruxelles. Et puis, vous aviez notamment ce fonds Paternotte où vous pouviez aller sur place et consulter dans cette bibliothèque. Et c'est là que j'allais quand j'étais adolescent. Voilà. Mais ça, c'est la notion de microfilm. Alors, vous devez encore voir maintenant, aujourd'hui, si vous utilisez ces bobines de microfilm, il y a des gens, vous pouvez les commander auprès des archives. Maintenant, il faut un appareil pour les lire, c'est plus compliqué. On va dire que maintenant, vous avez accès tout de suite par le biais de sites Internet, et notamment par le biais des archives de l'État, vous avez directement accès à ces registres qui sont, cette fois-ci, sont numérisés, ont été numérisés ou ont été digitalisés. Vous avez même certains microfilms ont également été mis sur un support auquel vous pouvez accéder à partir de chez vous, sans problème. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Alors, la Belgique, est-ce qu'elle a connu des grands recensements dans son histoire contemporaine ou des moments où on va dire que certaines pratiques généalogiques ont été plus simplifiées d'un point de vue de l'organisation, une fois que les registres paroissiaux ont pris fin, que l'état civil a pris place? Est-ce qu'il y a quelques éléments historiques importants dans cette organisation? Donc, en fait, comme on disait, les registres paroissiaux ont perdu leur valeur officielle, en quelque sorte, à l'époque républicaine. On va dire c'est 1796, pour c'est chez ça. nous. Donc,
il est évident que c'était là où on avait quand même pas mal de données. Les registres d'état civil ont suivi. Et ce sont on avait déjà eu précédemment, par exemple dans le duché de Brabant, ce qu'on appelle des recensements. Vous évoquez le principe des recensements. C'est toujours des recensements à vocation fiscale. Ah oui. Hein. Et donc, on a eu à la période française un premier grand recensement qui a été réalisé également. C'est vers 1795. Tous les villages ont été... la population des villages a été recensée, consignée dans ces volumes. Et puis, on a eu une période de vide. Il faut redémarrer. Par exemple, pour Bruxelles, on a un recensement, je pense, plusieurs recensements durant la période française. Puis, on a un gros recensement pour 1830, me semble-t-il, un peu de temps après l'indépendance. Et puis, on a le registre de population. Alors, ça permet de dire aussi, en fait, on parle des registres paroissiaux et même au niveau de l'état civil. C'est plus facile d'accéder à des informations anciennes. Oui. Qu'aux informations les plus récentes. Ah bon? Ah oui. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour accéder automatiquement, c'est impossible d'accéder automatiquement à des informations sur une naissance qui a été enregistrée il y a moins de 100 ans. D'accord. Donc, vous devez solliciter l'officier d'état civil de la commune où vous voulez où vous voulez consulter le document pour pouvoir obtenir l'autorisation. Les décès, c'est 50 ans. Et alors, vous avez les registres de population qui sont en fait ces recensements permanents qui donnent une image tous les 10 ans. C'est 1846, 1856, 1866 de la population dans les villages. Et bien là, c'est de nouveau, pour les périodes plus récentes, c'est inaccessible. Donc, vous devez aussi avoir un long laps de temps parce que on estime que il y a des éléments sur la vie familiale, sur des choses qui a priori ne peuvent pas être nécessairement automatiquement mises à disposition de tout le monde, quoi. C'est ça. Mais donc, par rapport à ces grands moments. En fait, les recensements, vous n'avez jamais de recensement dans les registres paroissiaux. Oui. Donc c'est une accumulation annuelle. Hein. Vous avez les naissances, on enregistre, etc. au niveau des décès également. Par contre, vous avez des formes de recensement. Ce ne sont pas tout à fait des recensements, mais ce sont aussi des éléments qui apportent des informations importantes sur les familles. Ce sont en fait les notes qui concernent les confirmations. Ah oui. Hein. Et où en fait on signale par exemple que l'évêque de Namur, puisqu'à un moment donné on a été ici dans le ressort dans le diocèse namurois, oui. Donc est venu pour faire pour ces confirmations dans une paroisse. Alors on a tous les noms des enfants, comme ça arrive fréquemment pour le 17e, le 18e siècle. Oui. Et donc là on a une petite idée du nombre d'enfants ayant atteint l'âge de la confirmation. Oui. Donc voilà, mais les recensements donc à l'époque. Donc les registres paroissiaux n'étaient pas du tout, n'apportent pas d'informations sur ça. Quoi. Ouais. C'est vraiment, je veux dire, la structure par la suite. Parallèlement aux registres paroissiaux, c'était vraiment les informations fiscales, recensement des familles avec les enfants de plus de 7 ans, pour ceux qui payaient certains impôts, recensement on va comparer, mais recensement, des familles avec leur bétail. C'est ça, les familles pour paysannes. Les taxations, etc. Donc des choses de ce style, recensement des habitations et autres, mais pas vraiment ça n'avait rien de religieux, quoi. C'était purement fiscal, économique. Et pour ce qui est le 19e siècle, par la suite, le recensement, c'est un peu le même principe. Mais vous avez des choses extrêmement précises sur le nombre, puisque là, on va plutôt partir dans les statistiques, alors, notamment pour tout ce qui va être le nombre de naissances en Belgique, le nombre de décès, l'évolution, les âges, où vous avez des rapports qui sont faits et qui vous permettent de suivre année après année l'évolution des structures familiales en Belgique. Oui. Alors la généalogie, vous en connaissez quand même un gros morceau. Est-ce que il y a des anecdotes que vous avez découvertes sur des familles ou sur la vôtre qui vous sont particulièrement amusantes et que vous auriez envie de raconter ici à l'antenne? Amusante, mais là vous faites référence alors à cette personne qu'on évoque, qui dans chaque famille a quelque chose à raconter sur des gens. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses un petit peu surprenantes. Vous dites quand même encore les époques, comme les choses peuvent évoluer. On a parlé tout à l'heure de filles mères, par exemple. Oui. En fait, moi j'avais été tout surpris. Donc je suis plutôt issu d'une famille qui était catholique pratiquante, on va dire. Hein. Et c'était un gros problème quand vous aviez, une fille mère dans la famille. Hein. Et donc, c'est en regardant un petit peu ces papiers anciens que j'ai vu, par exemple, que mon grand-père maternel était on ne connaissait pas son père, quoi.
Voilà. Ah oui. Et donc ça a été tout un problème. Il fallait pas parler de ça. C'était un secret de famille. Un ou secret plutôt, de famille. ouais. C'était catastrophique, etc., etc. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était terriblement handicapant, je dirais, pour les femmes qui se retrouvaient avec un enfant qui n'était pas nécessairement reconnu, etc. Mais type d'exemple. Donc voilà, ça c'est une des premières choses qui m'a surpris. J'ai vu la réaction des uns et des autres par rapport à ça. Bon, j'ai dit que ça pouvait encore bien faire, hein, mais essayer de comprendre comment ça s'était passé. Mais j'ai aussi un bel exemple, c'est pour les militaires. Et j'avais trouvé ça un peu bizarre. Donc moi, je m'appelle Tordoir. Et puis, voilà, on tient fort à son patronyme, hein, on recherche, etc. Ah oui. Et puis, je dis pas de chance. Mais vous savez, la généalogie, ce n'est pas une science parfaite parce que, je vous dis, les comportements humains, la fidélité des uns et des autres aussi, comment dire, dans les couples, etc. Et donc, pas de chance, je vois une aïeule, j'ai un aïeul qui s'appelle Gilles Tordoir. Et finalement, je découvre, donc il est bien mort, Gilles Tordoir, et je découvre qu'il est né Gilles Ducas, dans un petit patelin, piétrin, à quelques kilomètres d'un coup, sa famille était installée. Je dis, la catastrophe. Donc, en fait, le nom de sa mère étant Ducas, quoi. Donc, je ne suis pas à Tordoir, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et puis, donc, tout simplement, une belle anecdote. Parce qu'en fait, il y a deux frères qui se retrouvent dans la même situation. Et en fait, cet aïeul, le géniteur, qui s'appelait Jacques Tordoir, était en fait un militaire. Et donc, j'ai trouvé un acte notarié, cette fois-ci, où il vivait maritalement, ce qui était quelque chose à l'époque, je vous assure que c'était assez compliqué. Maritalement, donc là, son épouse le suivait, ou du moins sa compagne n'était pas mariée, s'est mariée plus tard. Oui. Donc, sa compagne le suivait notamment en Europe centrale. Ah oui. Donc, et donc, il revenait, etc. Et donc... Et donc c'est comme ça que finalement j'ai pu voir qu'il était bien, ce Gilles était finalement, comme ses deux frères, étaient bien les enfants de ce fameux Jacques Tordoir. C'est ça, ouais. Et donc il y avait un contrat, c'était un dragon de Saint-Ignon. Et donc une vie, quand vous avez notamment des militaires dans les familles, à l'époque, c'est assez compliqué. Il faut aussi savoir que les régiments avaient des registres spécifiques, notamment pour noter des naissances ou des mariages, etc. Et à différents moments de l'histoire, il y a aussi des réglementations qui touchaient l'autorisation ou non de pouvoir se marier quand on était sous les armes, entre guillemets, quand on était sous les armes, on était engagé volontaire. Ah oui. On était des engagés volontaires. Oui. Mais je dis, vous en avez il y a des centaines de petites choses. Mon patronyme, la formule ancienne, c'est du Tordoir. Hein, du Tordoir. Ah oui. Et donc, c'est une personne qui s'est installée au début du XVIe siècle dans un village. Alors, on se demande aussi pourquoi, comme on dit. C'est souvent une des questions pour lesquelles, comment ça se fait, que le nom change. Le nom change, et puis pourquoi, comment se fait-il, pourquoi on arrive dans un patelin donné. Et je m'étais posé la question aussi. Donc, ils sont arrivés à Oprebay, à côté d'un cours, puis tout de suite à un cours, donc au début du XVIIe siècle. Donc, moi, il y a 400 ans, c'est la 13e ou 14e génération. Et tout simplement, quand vous faites un petit peu alors de l'histoire, à côté de ça, et vous consultez les informations, vous vous rendez compte qu'il avait un frère utérin qui ne portait pas son patronyme, et donc qui était installé curé, qui avait été nommé curé de la paroisse désigné pour diriger la paroisse d'Oprebay, et que donc ce personnage était en fait un chanoine du chapitre Saint-Jacques de Louvain, et donc qui pouvait présenter, donc il y avait un droit de patronat au niveau de l'église d'Oprebay. Et donc tout simplement une raison très, très facile. Donc ce personnage désigné arrive, il provient de Petit-Reux-les-Brennes, mais près de Braine-le-Comte. Donc ce curé il arrive. Peu de temps après, vous avez le reste de la famille qui suit, avec sa mère, etc. Et donc le personnage se retrouve là. Et puis vous vous rendez compte que le Tordoir qui vient habiter là, il se retrouve responsable de la gestion d'un hôpital pour les pauvres, mais qui est désigné également. Qu'il désigne, c'est aussi le chapitre Saint-Jacques de Louvain. C'est ça. Donc, vous voyez, on arrive à la subtilité pour essayer de comprendre comment les gens arrivent dans une région donnée. Et donc, il y a toujours une raison. C'est pas, un exemple d'une personne, une famille vermeillenne, par exemple, sur qu'une famille est présente dans le Brabant wallon. Là, c'est quelqu'un qui vient du Brabant, entre guillemets, du Brabant, on dirait Brabant flamand, et qui arrive sur place, qui travaille en fait comme jardinier dans un château. Et puis qui se fixe.
dans le coin. C'est ça. Et voilà. Et ça, c'est au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle. Ouais. Et on reste on a changé de place, on a changé de localisation. La famille, une branche qui est à 50 km l'une de l'autre, quoi. Donc il y a toujours moyen on cherche, il faut trouver des infos, découvrir. Mais il faut consulter les archives, les archives qui sont à côté. Hein. Ouais. Il faut s'intéresser nécessairement, quand on a une branche, qu'on a une famille qui vit à tel endroit, il faut savoir ce qui se passait dans ce village, qui était le seigneur, quels étaient les rapports économiques, quelles étaient les activités professionnelles. Puisque donc à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les registres paroissiaux contiennent obligatoirement, c'est une décision de l'époque thérésienne, hein, donc c'est le côté autrichien, la période autrichienne, mais donc avec une volonté du pouvoir politique de l'époque de dire au curé, vous devez aussi noter les professions des personnes qui se marient ou qui viennent déclarer des enfants ou les décès, etc. Donc, ça veut dire que vous avez des informations sur l'activité professionnelle. Parce que finalement, savoir que vous avez des ancêtres qui sont morts à l'âge de 18 ans, ou à 24 ans, vous avez 2 frères, vous avez des informations comme ça, on va dire des statistiques. Oui. Mais si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas leur profession, s'ils avaient des biens, quelles étaient leurs passions, s'ils ont été concernés par des guerres et autres, c'est ça. C'est pas aussi intéressant. Donc en fait, c'est l'arbre généalogique, hein, cette structure, ce dessin qu'on peut imaginer, on voit toutes ces branches. Il faut vraiment comprendre à chaque fois quel est le contexte dans lequel chacune des branches se développe. Quoi. Contexte ça, c'est vraiment, historique. Là, c'est vraiment, et c'est ce qui permet. Parce que maintenant, ça va très vite. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Évidemment, quand on a des familles qui restent toujours dans une même région, type de la mienne, on peut aller très vite en termes de recherche. Évidemment, si vos familles ont beaucoup voyagé, c'est plus compliqué. Mais donc, vous pouvez avoir des informations et à trouver arriver à mener votre recherche relativement rapidement et facilement. Et donc, vous avez la possibilité de l'enrichir en consultant vraiment d'autres choses et en replaçant pour chaque époque des données qui sont utiles, quoi, et qui permettent de comprendre le développement. C'est ça. Hein. On va conclure notre sujet du jour avec vous, Joseph Tordoire, président du Cercle d'Histoire, d'Archéologie et de Généalogie de Wavre. Et donc, merci beaucoup. Alors, il est temps de vous remercier. Et vous tous aussi, chers auditeurs, je suis certain que cet échange vous aura aussi donné envie d'apprendre davantage sur votre histoire ou bien peut-être l'envie de recréer du lien avec vos proches, parfois isolés aussi par la vieillesse. Mais la suite de votre après-midi se passe sur une RCF avec Veritas. Patrick Royanet vous parlera de la prière comme une réponse dans l'émission dominicaine. Tandis que vous retrouverez aussi Plein Feu et l'invité de Vincent Delcor, Hicham Abdel Gawad. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur une RCF.